L'aube grise se lève sur l'Atlantique Nord. Mais 1943. Un navire marchand solitaire se ferait péniblement un chemin à travers les embruns glacés, sa coque marquée par de multiples impacts évités de justesse. L'équipage scrute l'horizon, non pas dans l'espoir, mais à la recherche de l'ombre d'un périscope fendant les vagues. Depuis 4 ans, cet océan est devenu un cimetière. Les U-boats allemands rôdent sous la surface comme des loups dans une forêt, coulant 3000 navires alliés, noyant 72 000 marins et menaçant d'affamer la Grande-Bretagne en l'étranglant lentement. Puis, surgissant de nulle part, un son, un grondement profond qui s'amplifie à chaque seconde. L'équipage lève les yeux. Perçant les nuages à 8000 pieds, apparaît un immense bombardier à 4 moteurs. Anguleux, massif, peint d'un gris terne. C'est un Consolidated B-24 Liberator et il est en chasse. Sous les vagues, le capitaine de LU-456 l'entend aussi. Ses hydrophones captent ce rythme caractéristique. Son visage devient livide. Le sous-marin est remonté à la surface 20 minutes plus tôt seulement pour recharger ses batteries, une routine exécutée des centaines de fois en toute sécurité. Mais ça, c'était avant que les avions puissent atteindre cette distance, avant que le centre de l'Atlantique ne devienne un champ de mort pour les chasseurs eux-mêmes. Le Liberator pique brusquement. Son opérateur radar a repéré une cible. Le pilote abaisse le nez. Le sous-marin plonge en catastrophe, mais il est trop tard. Les trappes de la soute s'ouvrent. 4 chars de profondeur de 250 livres tombent dans la lumière du matin. L'océan explose. Une immense colonne d'eau s'élève à plus de 9 mètres dans les airs. Puis apparaît le pétrole. Une nappe sombre qui s'étend, marquant la tombe de 52 marins allemands. L'équipage du navire marchand exulte, sans vraiment comprendre ce qu'il vient de voir. Ce n'est pas seulement une victoire. C'est le début de la fin. En seulement 60 jours, tout bascule. Les meutes de sous-marins qui terrorisaient l'Atlantique depuis 4 ans sont traquées jusqu'à presque disparaître par un avion dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. À la fin mai 1943, les loups sont devenus des proies, et l'océan qu'ils dominaient appartient désormais au Liberator. Voici l'histoire de la façon dont un bombardier américain a remporté la plus longue bataille de la Seconde Guerre mondiale. Si vous êtes prêt à découvrir l'avion oublié qui a changé le cours de l'histoire, abonnez-vous. C'est une mission que vous ne voudrez pas manquer. Septembre 1939. L'Atlantique Nord devient un champ de bataille dès que la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne nazie. La stratégie d'Adolf Hitler est simple, affamer la Grande-Bretagne en coupant sa ligne de ravitaillement depuis l'Amérique du Nord. Son arme principale, la flotte de U-boats. Des sous-marins commandés par certains des officiers les plus talentueux d'Allemagne, opérant presque en toute impunité. En 1941, la situation devient désespérée. Les sous-marins allemands coulent à eux seuls 500 navires marchands alliés cette année-là, pour un total de plus de 1,1 million de tonnes de cargaison nourriture, carburant, munitions, avions, tout disparaît au fond de l'océan. Le Premier ministre britannique Winston Churchill écrira plus tard que la menace des U-boats est la seule chose qui l'ait réellement effrayé pendant toute la guerre. Pas la Luftwaffe, pas la Wehrmacht, les sous-marins. Le problème est géographique. Les avions alliés peuvent patrouiller au large de l'Amérique du Nord et des îles britanniques, mais il existe un vide, une bande de 800 km au cœur de l'Atlantique, hors de portée des avions terrestres. Les Allemands l'appellent le Luftloch, le trou aérien. Les Alliés l'appellent le Black Pit, le gouffre noir. C'est là que les U-boats chassent sans crainte. La stratégie allemande est terriblement efficace. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte des U-boats, coordonne les tactiques de meute de loups à l'aide des communications cryptées Enigma. Plusieurs sous-marins convergent vers un même convoi, attaquant sous différents angles et submergeant les escortes. La nuit, ils remontent à la surface pour recharger leurs batteries et dépasser les lents navires marchands. Le jour, ils plongent et frappent à la torpille. Début 1943, la bataille de l'Atlantique atteint son point de rupture. Rien qu'au mois de mars, les U-boats coulent 120 navires marchands, soit près de 700 000 tonnes. En face, seules 15 unités allemandes sont perdues. Le calcul est simple et terrifiant. Si cela continue, les Alliés épuiseront leurs navires avant que l'Allemagne ne manque de sous-marins. L'invasion de l'Europe, l'opération Overlord, est impossible sans le contrôle de l'Atlantique. L'Union soviétique ne peut pas être ravitaillée. La Grande-Bretagne pourrait être contrainte de négocier. Mais dans les laboratoires et sur les aérodromes d'Amérique du Nord, une solution prend forme. Ce n'est ni une nouvelle arme, ni un nouveau navire. C'est un bombardier qui n'a jamais été conçu pour cette mission et qui s'apprête à réécrire les règles de la guerre navale. San Diego, Californie, 29 décembre 1939.
La société Consolidated Aircraft Corporation présente un prototype destiné à changer le cours de la guerre, bien que personne ne le sache encore. Le XB-24 Liberator effectue son premier vol. C'est un bombardier lourd conçu pour frapper profondément le territoire ennemi. Sa silhouette est massive, avec une double dérive caractéristique et une aile Davis à fort allongement, qui lui confère une portée exceptionnelle mais le rend notoirement difficile à piloter. Les pilotes plaisanteront plus tard en disant que le B-24, la caisse dans laquelle le B-17 a été livré. Mais c'est elle la clé. Le B-24 peut parcourir plus de 4000 km avec un seul plein de carburant, plus loin que presque n'importe quel avion au monde. En 1941, lorsque la Royal Air Force reçoit ses 20 premiers Liberator, quelqu'un a une idée audacieuse. Et si on les utilisait non pas pour bombarder des villes, mais pour chasser les sous-marins? L'idée semble absurde. Les sous-marins sont petits, rapides en surface et peuvent disparaître sous les vagues en quelques secondes. Comment trouver une aiguille dans un océan de millions de kilomètres carrés? Mais les Britanniques sont désespérés. Ils ont tout essayé. Alors ils modifient ces 20 appareils, désignés Liberator GRMK-I, et les confient au RF Coastal Command. Les transformations sont majeures. On installe des radars ASV, primitifs mais capables de détecter un sous-marin en surface à plusieurs kilomètres. On ajoute les Leylights, des projecteurs de 22 millions de candélas capables d'illuminer un U-boot de nuit comme sur une scène de théâtre. On monte des canons hispano de 20 mm à l'avant, ainsi que des rails pour 8 roquettes sous les ailes. La soute accueille des chars de profondeur de 250 livres avec des fusées réglées pour exploser à 7,5 mètres de profondeur, juste assez pour briser la coque d'un sous-marin. En juin 1941, le 120e escadron de la RAF est réactivé en Islande avec ses Liberator modifiés. Leur mission: patrouiller le détroit du Danemark et le passage entre l'Islande et le Groenland, là où transitent les U-boats en route vers leur zone de chasse. Pendant les premiers mois, ils ne trouvent rien. L'océan est immense, les sous-marins insaisissables. Mais ils apprennent, et les Allemands vont bientôt recevoir une très mauvaise surprise. 12 octobre 1942, au sud-ouest de l'Islande. Le squadron leader Terence Bullock est assis dans le cockpit du Liberator O, en mission d'escorte de convoi, dans des conditions qui cloueraient la plupart des avions au sol. Une pluie verglaçante martèle le pare-brise. La visibilité est presque nulle. Son équipage vole depuis 9 heures, scrutant un U-boot qui pourrait se trouver n'importe où dans 10 000 km² d'océan déchaîné. Puis la voix de l'opérateur radar grésille dans l'interphone. Contact Cap 045, distance 8 miles. Bullock n'hésite pas une seconde. Il incline l'appareil vers la cible et commence sa descente à travers la tempête. À 1200 pieds, il perce la base des nuages. Là, droit devant eux, un sous-marin allemand fend la houle en surface pour recharger ses batteries. C'est LU-597. Les guetteurs allemands aperçoivent immédiatement le Liberator. Une sirène hurle. Les hommes se précipitent vers les trappes. Mais une plongée d'urgence demande du temps de précieuses secondes qu'ils n'ont pas. Bullock aligne son approche, compensant le vent et les manœuvres désespérées d'évitement du sous-marin. La main du bombardier plane au-dessus du dispositif de largage. 4 chars de profondeur tombent de la soute. Elle frappe l'eau au moment précis où le kiosque de LU-597 disparaît sous la surface. Les détonations sont parfaitement positionnées. On appelle cela un encadrement, quand les charges explosent des deux côtés de la cible. L'océan devient un bouillonnement blanc. Des débris jaillissent. Une nappe de pétrole s'étend à la surface. LU-597 est détruit. 47 marins allemands sont morts. Et pour le RAF Coastal Command, c'est la première destruction confirmée d'un U-boot par un Liberator. Plus important encore, c'est la preuve que le concept fonctionne. Un avion basé à terre vient de s'étendre à plus de 500 km au large, de trouver un sous-marin en pleine tempête et de le détruire. La nouvelle se répand rapidement. L'amiral Dönitz reçoit le rapport et comprend immédiatement la gravité de la menace. Si les Alliés peuvent patrouiller le centre de l'Atlantique avec des avions, le Luftwaffe n'est plus sûr. Il écrit dans son journal de guerre: l'ennemi dispose de nouveaux avions aux capacités que nous n'avions pas anticipées. Nous devons adapter nos tactiques en conséquence. Mais l'adaptation ne suffira pas, car au début de l'année 1943, les Alliés n'envoient plus quelques avions expérimentaux. Ils envoient une armada, et ils s'apprêtent à fermer le Black Pit pour toujours. Washington, D.C., 18 mars 1943. Le président Franklin D. Roosevelt est assis dans le bureau ovale, lisant les télégrammes envoyés par Winston Churchill. Les nouvelles sont catastrophiques. En 2 semaines, les U-boats ont coulé 17 navires dans seulement 2 convois.
Le mois de mars annonce comme le pire de toute la guerre. 120 navires marchands perdus, 700 000 tonnes envoyées par le fond. À ce rythme, le débarquement prévu en France est impossible. L'Union soviétique ne peut plus être ravitaillée. L'effort de guerre est en train de s'effondrer. Roosevelt prend alors une décision qui changera le cours du conflit. Il ordonne le transfert immédiat de 60 B-24 Liberator du théâtre du Pacifique vers l'Atlantique. C'est l'un des seuls 2 ordres militaires directs qu'il donnera pendant toute la guerre. Tous protestent, amiraux, généraux, commandements rivaux. Le Pacifique a besoin de ces avions. Le bombardement stratégique de l'Allemagne en a besoin. Mais Roosevelt est inflexible. La destruction des U-boats est notre priorité absolue. Les avions arrivent fin mars et début avril. Ils sont affectés à plusieurs unités. Le RAF Coastal Command, l'Anti-Submarine Command de l'USAF, la Royal Canadian Air Force et les escadrons de patrouille de la US Navy. Ils portent différentes désignations B-24D, PB-4Y1, Liberator GR.5, mais ils ont tous la même mission. Trouver et détruire les U-boats avant qu'ils n'attaquent les convois. Les modifications évoluent sans cesse. De nouveaux radars centimétriques fonctionnant sur une longueur d'onde de 10 cm peuvent détecter le périscope d'un sous-marin même par mer agitée. Les détecteurs d'anomalies magnétiques repèrent la masse métallique d'un sous-marin immergé. Les systèmes de navigation Laurent permettent un positionnement précis jusqu'à 1500 km de la côte. Les chars de profondeur elles-mêmes sont améliorés. Mark 8 et Mark 11, plus puissantes et dotées de meilleurs détonateurs. Mais la véritable arme, c'est la portée. Un B-24 à très long rayon d'action peut rester 16 heures en patrouille. Il peut s'éloigner de 1200 km de sa base et disposer encore de suffisamment de carburant pour chercher, attaquer et rentrer. Le Mid-Atlantic Gap, cette zone de 800 km où les U-boats chassaient autrefois sans crainte, n'existe plus. Fin avril, 38 Liberator VLR patrouillent l'Atlantique. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Les loups vont bientôt apprendre ce que signifie être une proie. 1er mai 1943, golfe de Gascogne, au large des côtes françaises. LU 519 fait surface à environ 5 km de la côte espagnole. Ses moteurs diesel tous avant de rugir, tandis qu'il entame son transit vers l'Atlantique et ses zones de chasse. L'équipage est confiant. Ils ont déjà effectué ce passage des dizaines de fois. Le golfe est trop éloigné des bases aériennes britanniques pour permettre des patrouilles efficaces. La Kriegsmarine l'a déclaré sûr. Il se trompe. À 9h47, le B-24 du lieutenant William Sanford, surnommé T-30, surgit de la brume matinale à 2000 pieds d'altitude. Les guetteurs hurlent l'alerte. Le sous-marin entame une plongée d'urgence, mais Sanford est déjà engagé dans sa trajectoire d'attaque. Son bombardier largue 9 chars de profondeur en 3 salles parfaitement espacées. La première passe à quelques mètres. Les 2 suivantes touchent en plein centre. LU 519 est frappé à mi-plongée, sa poupe encore visible. Les explosions l'encerclent comme des coups de marteau. Sa coque sous pression se fissure. L'eau s'engouffre. Le sous-marin coule par l'arrière dans 90 mètres de profondeur. Il n'y a aucun survivant. Le même jour, à 240 km au nord-est, un autre Liberator surprend. LU 648 en surface. 5 jours plus tard, LU 638 est détruit. Le 13 mai, 3 U-boats sont coulés en une seule journée. Le 17 mai, 4 de plus. Le golfe de Gascogne, autrefois la partie la plus sûre de la route des U-boats, devient pour les sous-mariniers allemands la vallée de la mort. Mais le véritable massacre se déroule au cœur de l'Atlantique. Le convoi ONS 5 affronte une bataille de 5 jours contre 41 U-boats. Cela devrait être un carnage. Mais c'est l'inverse. Les Liberator VLR opérant depuis Terre-Neuve et l'Islande assurent une couverture aérienne continue. Chaque fois qu'un U-boat fait surface pour attaquer, des avions surgissent en quelques minutes. Les destroyers équipés de radars coordonnent leurs actions avec les avions. Les nouveaux mortiers Edge projettent des salles de 24 bombes devant le navire attaquant, ne laissant aucune chance aux sous-marins d'échapper à l'assaut. 13 navires marchands sont perdus par l'ONS 5. Mais 6 U-boats sont détruits. Un taux de perte catastrophique pour l'Allemagne. L'amiral Denit examine les rapports et comprend que les chiffres ont changé. Pour la première fois de la guerre, les U-boats meurent plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. Et cela ne fera qu'empirer. 10 mai 1943, Atlantique Nord. LU 456 est immergé depuis 18 heures, tentant d'échapper aux avions qui semblent désormais partout. Ses batteries sont presque vides. Le dioxyde de carbone atteint un niveau dangereux. Les visages de l'équipage sont gris de fatigue et de peur. Le capitaine n'a plus le choix.
Il doit faire surface pour recharger et aérer, même si cela signifie s'exposer à une attaque. À 2h15, LU-456 refait surface. Les guetteurs scrutent le ciel avec nervosité. Il fait nuit. Les nuages cachent les étoiles. Peut-être auront-ils une heure avant que l'aube ne ramène les avions. Les diesels se mettent à rugir. L'air frais envahit le sous-marin. L'équipage commence à se détendre. Puis ils l'entendent, ce grondement caractéristique des 4 moteurs. Un Librator du 86e escadron les a repérés au radar. L'avion est invisible dans l'obscurité, mais son lights s'allument soudain, tel l'œil de Dieu, inondant le sous-marin d'une lumière blanche aveuglante. Les Allemands voient le bombardier se découper dans le faisceau, déjà en piqué d'attaque. LU-456 tente une plongée d'urgence. Il n'y a plus de temps. Les chars de profondeur frappent selon une disposition parfaite. Les explosions soulèvent la poupe du sous-marin de près de 2 mètres. Sa coque se rompt en 3 endroits. Il est encore en surface, moteur hurlant, lorsqu'un second Librator arrive et l'achève à coups de roquette. 49 hommes meurent. Aucun ne s'échappe. Cette même nuit, 2 autres U-boats sont surpris en surface et détruits. Le lendemain, 3 de plus. Le même schéma se répète dans tout l'Atlantique. Faire surface pour recharger, être repéré par le radar, mourir sous les chars de profondeur ou les roquettes. Les commandants de U-boats sont face à un choix impossible. Rester immergés et s'asphyxier, ou faire surface et être traqués. Certains tentent de se défendre. Les U-boats sont équipés de canons antiaériens supplémentaires, des pièces de 20 mm et 37 mm destinées à abattre les avions attaquants. La stratégie ne fonctionne qu'une seule fois en mars, lorsqu'un U-333 abat un Wellington. Puis les Alliés s'adaptent. Les Librators attaquent désormais de plusieurs directions à la fois. Ils arrivent vite et à basse altitude. Les canons de flak des U-boats se révèlent totalement inutiles contre des bombardiers de 3 tonnes lancés à 400 km/h. 15 mai 1943. Le convoi SC-130 traverse l'Atlantique vers l'est. 38 navires marchands chargés de nourriture, de munitions et de véhicules à destination de la Grande-Bretagne. L'amiral Dönitz a affecté 19 U-boats à l'attaque de ce convoi, le groupe Donat. Cela devrait suffire. En mars, une force similaire avait coulé 21 navires sur 2 convois. Mais différent. Lorsque les U-boats se rapprochent, ils rencontrent immédiatement quelque chose qu'ils n'avaient jamais affronté auparavant. Une couverture aérienne permanente. Des Librators à très long rayon d'action venus d'Islande maintiennent des patrouilles tournantes au-dessus et en avant du convoi. Chaque fois qu'un U-boat tente de faire surface devant le convoi pour se mettre en position d'attaque, la tactique classique des meutes, il est repéré instantanément par radar. Les Librators attaquent avant même que les sous-marins n'aient armé leurs torpilles. Le premier à mourir est U-381. Il fait surface à l'aube du 19 mai, prévoyant de suivre le convoi et d'en transmettre la position à la meute. Un Librator du 120e escadron le détecte à 19 km au radar, descend à travers des nuages fragmentés et le détruit à coups de chars de profondeur. Le sous-marin se brise en 2 et coule en moins d'1 minute. Au cours des 48 heures suivantes, 4 autres U-boats du groupe Donat sont coulés. U-954, U-209, U-273 et U-258. Peter Dönitz, le fils de l'amiral, âgé de 21 ans, meurt à bord de L-954 lorsqu'un Librator surprend le sous-marin en surface. L'amiral apprend la mort de son fils par un message radio-chiffré. Il continue pourtant à commander l'opération. Le 21 mai, les U-boats survivants rompent l'attaque. Aucun navire du convoi SC-130 n'a été coulé. 5 U-boats ont été détruits. Le taux d'échange n'est désormais plus soutenable. Pour chaque navire marchand que la meute pourrait couler, les Alliés détruisent 1 ou 2 U-boats. La production allemande ne peut plus suivre le rythme de ses pertes. Les équipages marchands du convoi SC-130 ne comprennent pas encore totalement ce dont ils viennent d'être témoins. Ils savent que les Librators les protègent, mais ils ne perçoivent pas encore le schéma global. Partout dans l'Atlantique, la même chose se produit. Dans le golfe du Mexique, au large de Gibraltar, dans le golfe de Gascogne, dans le Black Pit, partout où ils chassent, les Librators les exterminent. 23 mai 1943, quartier général du boulevard Rue Berlin. L'amiral Karl Dönitz est assis à son bureau, parcourant des rapports de pertes qu'il a peine à croire. En seulement 23 jours, 41 U-boats ont été détruits dans l'Atlantique. 41, un quart de toute sa flotte opérationnelle. À ce rythme, l'arme sous-marine cessera d'exister d'ici le mois d'août. Il examine les rapports de patrouille des survivants. Le schéma est clair. Les avions et plus précisément les bombardiers américains à long rayon d'action sont partout. Le Mid-Atlantic Gap n'existe plus.
Les U-boats ne peuvent plus faire surface pour recharger leurs batteries sans être attaqués en quelques minutes. Les nouveaux radars alliés détectent les sous-marins dans l'obscurité, dans les tempêtes, dans des conditions qui rendaient jadis toute recherche aérienne impossible. Les Ley Lights transforment les opérations nocturnes en missions suicides. Les rapports évoquent aussi de nouvelles armes. Le Hedgehog, qui projette des charges explosant devant les destroyers, des chars de profondeur plus puissantes, des torpilles à guidage lancées depuis les avions, et des attaques coordonnées air-mer que les Allemands n'avaient jamais anticipées. Mais ce sont les chiffres qui racontent la vérité. En mars, les U-boats coulent 120 navires alliés et perdent 15 sous-marins points en avril. Ils coulent 64 navires et perdent 15 U-boats points en mai. Ils ne coulent plus que 58 navires, tandis que 41 U-boats sont détruits. Les mathématiques sont catastrophiques. Dönitz prend alors la décision la plus difficile de sa carrière navale. Le 24 mai, il ordonne à tous les U-boats de se retirer des routes de convoi de l'Atlantique Nord, non pas temporairement, mais indéfiniment. Les meutes de loups qui ont terrorisé la navigation alliée pendant 4 ans sont en train d'être chassées jusqu'à l'extinction. La campagne est suspendue jusqu'à ce que de nouvelles tactiques et technologies puissent rétablir l'équilibre. Son ordre est chiffré et transmis à toutes les unités en mer. Une à une, elles accusent réception et s'éloignent des convois qu'elles traquaient. Certaines ne reçoivent jamais le message. Elles sont déjà au fond de l'océan, détruites par des avions qu'elles n'ont jamais vus venir. À Washington et à Londres, les services de renseignement alliés interceptent et déchiffrent l'ordre en quelques heures. Un silence stupéfait s'installe. Churchill écrira plus tard. La seule chose qui m'est réellement effrayé pendant toute la guerre fut la menace des U-boats. En mai 1943, cette menace fut brisée. Les statistiques de mai 1943 racontent l'histoire d'un renversement total. Les U-boats coulent 34 navires alliés dans l'Atlantique, soit 134 000 tonnes. En échange, les Alliés détruisent 34 U-boats dans l'Atlantique, plus 9 autres dans les autres théâtres d'opération. Pour la première fois de la guerre, les U-boats meurent plus vite qu'ils ne coulent de navires. La guerre du tonnage, la guerre d'attrition mathématique sur laquelle Dönitz avait basé toute sa stratégie, vient de tourner définitivement contre l'Allemagne. L'impact des Librators VLR est indéniable. Sur les 93 U-boats attribués aux Librators durant toute la guerre, plus de la moitié sont coulés entre mars et août 1943. Les Librators du RAF Coastal Command comptent environ 70 victoires confirmées. Les Librators de l'USAF en coulent 10 points, les PB-4Y1 de l'US Navy en détruisent 13. Les forces canadiennes et d'autres alliés complètent le total. Mais les chiffres ne traduisent pas l'impact psychologique. Les équipages de U-boats appellent désormais mai 1943 le mai noir. Le moral s'effondre. En mars, les commandants de U-boats étaient confiants, agressifs, chassant leur proie avec des tactiques de meute affinées pendant 4 ans de guerre. En juin, ils ont peur de faire surface, même de nuit. L'océan qu'ils régnaient autrefois est devenu leur cimetière. Pendant ce temps, les équipages de Librators accomplissent des missions qui poussent l'endurance humaine à ses limites. Des patrouilles de 16 heures dans des avions non pressurisés à 2500 mètres d'altitude, où la température chute à moins 40 degrés Celsius. Une navigation à l'estime sur des milliers de kilomètres d'océan sans repère. La recherche de cibles de la taille d'un bus scolaire dans une zone grande comme le Texas. Puis, lorsqu'ils trouvent un U-boat, une attaque de bombardement de précision à basse altitude, sous le feu de la DCA. Le flight lieutenant J.K. Moffett du 120e escadron coule LU-89 en avril, puis est abattu en octobre en attaquant LU-539. Son avion, frappé par la flak, s'écrase dans l'Atlantique, tout l'équipage est perdu. Le commandant Bullock devient une légende du Coastal Command, crédité de multiples victoires. Les pilotes tchèques du 311 escadron de la RAF, volant sur des Librators équipés de roquettes, détruisent à eux seuls 4 U-boats en 1943. Ces hommes ne sont pas des célébrités. Leurs histoires ne font pas la une des journaux. Pourtant, ce sont eux qui remportent la plus longue bataille de la Seconde Guerre mondiale. Juin 1943. La marine allemande tente une contre-offensive technologique. De nouveaux U-boats équipés de snorkels, des tubes respiratoires permettant aux sous-marins de faire fonctionner leur moteur diesel tout en restant immergés, entrent en service. La théorie est solide. Si les U-boats n'ont plus besoin de faire surface, les avions ne peuvent plus les détecter au radar. Les bateaux peuvent recharger leurs batteries et renouveler l'air tout en restant cachés sous les vagues. Mais le snorkel crée ses propres problèmes. Les gaz d'échappement laissent une traînée visible. Le dispositif émet un bruit distinctif détectable par le sonar. Surtout, il réduit la vitesse à seulement 5 nœuds, rendant impossible tout dépassement des convois pour se positionner à l'attaque.
Les U-boats deviennent alors des armes défensives, se cachant au lieu de chasser. Certains sous-marins sont transformés en flak-boats, des U-boats partiellement désarmés de leurs torpilles et chargés de lourdes batteries antiaériennes. L'idée est de rester en surface et de combattre les avions plutôt que de plonger. LU-441 est le prototype, hérissé de canons de 37 mm et de 20 mm. En mai, lors de sa première patrouille, il affronte un Librator et l'endommage suffisamment pour forcer l'appareil à rompre l'attaque. La Kriegsmarine est en liesse. Des ordres sont diffusés. Davantage de flak-boats doivent rester en surface et combattre. Mais l'euphorie est de courte durée. Les pilotes alliés s'adaptent rapidement. Au lieu d'attaquer seuls, les Librators opèrent désormais en paire. L'un attire le feu du U-boot pendant que le second attaque depuis un autre angle. Les flak-boats deviennent de véritables pièges mortels. En août, LU-441 lui-même est coulé lors d'une attaque coordonnée par 2 avions. Le concept du flak-boat est abandonné discrètement. Dans les laboratoires britanniques et américains, les ingénieurs travaillent déjà à la génération suivante des technologies de chasse aux sous-marins. Des torpilles à guidage acoustique, se dirigeant vers le bruit des hélices, des sonobuois améliorés, largués depuis les avions pour détecter les submersibles, des radars toujours plus puissants. La course technologique devient totalement déséquilibrée. L'amiral Dönitz tente de redéployer les U-boats vers de nouveaux terrains de chasse, l'océan Indien, au large de l'Afrique de l'Ouest, dans les Caraïbes. Mais le problème fondamental demeure. Les Alliés ont fermé la brèche aérienne. Partout où naviguent les convois, les avions à long rayon d'action les suivent. Et partout où ces avions patrouillent, les U-boats meurent. Août 1943. La marine américaine déploie une nouvelle arme, les porte-avions d'escorte. Ce sont de petits porte-avions lents, construits à partir de coques de navires marchands, surnommés les Woolworth Carrier parce qu'ils sont produits à bas coût et en grande quantité. Des navires comme l'USS Bogue ou l'USS Carl embarquent entre 20 et 30 avions chacun, assurant une couverture aérienne continue au convoi, partout dans l'Atlantique. Ces porte-avions utilisent une tactique redoutablement efficace, les Group Hunter-Killer. Au lieu de simplement défendre les convois, ils traquent activement les U-boats à partir des renseignements issus du décryptage des communications allemandes. Lorsqu'une ligne de patrouille ou un point de ravitaillement est repéré, un Group Hunter-Killer fonce dans la zone. Entre juin et octobre 1943, ces groupes détruisent 9 des 10 sous-marins ravitailleurs allemands opérant dans l'Atlantique. Ces sous-marins-citernes, surnommés les vaches à lait, étaient essentiels aux opérations lointaines des U-boats. Sans eux, les sous-marins doivent rentrer plus souvent à leur base, réduisant drastiquement leur temps de patrouille. La logistique de la guerre sous-marine commence à s'effondrer. La combinaison des Librator VLR et des porte-avions d'escorte crée une toile de couverture aérienne continue sur tout l'Atlantique. Il n'y a désormais nulle part où se cacher. Un commandant de U-boat écrit dans son journal « Nous ne sommes plus les chasseurs. Nous sommes devenus les lapins. Chaque fois que nous faisons surface, nous attendons la mort venue du ciel. » En septembre 1943, les pertes sont si lourdes que la construction de nouveaux sous-marins ne suffit plus à compenser les destructions. Le Type 7, cheval de bataille de la flotte sous-marine allemande avec plus de 700 unités construites, est désormais perdu au rythme de 25 par mois. Les centres de formation sont incapables de produire des équipages assez rapidement. L'espérance de vie moyenne d'un U-boat n'est plus que 2 patrouilles. En 1940, des commandants chevronnés comme Günther Prien, Joachim Schepke et Otto Kretschmer coulaient des navires presque en toute impunité. Fin 1943, les 3 sont morts. La bataille de l'Atlantique ne s'achève pas immédiatement. Les U-boats poursuivent leurs opérations jusqu'à la capitulation allemande en mai 1945. Mais l'issue ne fait plus aucun doute. Les Alliés contrôlent désormais l'Atlantique. Le débarquement en France peut avoir lieu. L'Union soviétique peut être ravitaillée. Et l'avion qui a rendu tout cela possible reste, en grande partie, oublié. Les statistiques finales révèlent l'ampleur de l'impact du Librator. Entre 1939 et 1945, les U-boats allemands coulent environ 3000 navires marchands alliés, représentant 14,5 millions de tonnes. Une perte colossale. Mais les chantiers navals alliés, en particulier aux États-Unis, produisent des navires plus vite que les sous-marins ne peuvent les détruire. En 1943, la production des Liberty Ships atteint un rythme tel qu'un cargo complet est lancé toutes les 42 heures. Sur les 1162 U-boats mis en service par l'Allemagne, 785 sont détruits. Les avions Librator, Catalina, Sunderland et appareils embarqués sont responsables d'environ 250 de ces destructions. Le B-24 Librator, à lui seul, se voit attribuer 93 U-boats détruits, devenant l'avion anti-sous-marin le plus meurtrier de la guerre.
Plus de 18 000 B-24 Liberator sont produits entre 1940 et 1945, ce qui en fait l'avion militaire américain le plus fabriqué de l'histoire. Ils opèrent sur tous les théâtres. Bombardements stratégiques en Europe, frappes antinavires dans le Pacifique, missions de transport en Chine, Birmanie et Inde. Mais leur contribution la plus décisive reste la plus méconnue, la destruction de la flotte sous-marine allemande dans l'Atlantique. Le coût humain est effroyable des deux côtés. Sur environ 40 000 sous-mariniers allemands, près de 30 000 périssent, soit un taux de perte de 75%, le plus élevé de toute branche militaire, toutes nations confondues, durant la Seconde Guerre mondiale. Les marins marchands alliés souffrent tout autant. On estime à 30 000 le nombre de marins britanniques morts, auxquels s'ajoutent des milliers d'autres dans les différents pays alliés. Les équipages de Liberator paient aussi un lourd tribut. Le Coastal Command de la RAF perd des centaines d'appareils face aux chasseurs allemands, aux tirs antiaériens et aux accidents. Les patrouilles de 16 heures au-dessus de l'Atlantique Nord, en hiver, poussent hommes et machines à leurs limites. Panne moteur, givrage, erreur de navigation, le moindre incident peut condamner un équipage à une mort glacée, loin de toute aide. Mais la mission réussit, la brèche de l'Atlantique est fermée. Les U-boats sont traqués sans relâche sur tous les océans. En rendant toute navigation en surface suicidaire, les Liberators brisent l'épine dorsale de la guerre sous-marine allemande. La plus longue bataille de la Seconde Guerre mondiale est gagnée, et les conséquences de ce mai noir résonnent à travers toute la machine de guerre allemande. Avec la suspension des opérations des U-boats dans l'Atlantique Nord, les Alliés acquièrent une liberté totale pour transporter troupes et ravitaillement vers la Grande-Bretagne. Les préparatifs du débarquement, l'opération Overlord, s'accélèrent de façon spectaculaire. En juin 1944, plus de 2 millions de soldats alliés sont stationnés en Grande-Bretagne, accompagnés de 11 000 avions et des forces navales destinées à la plus grande invasion amphibie de l'histoire. Rien de tout cela n'aurait été possible si les U-boats avaient encore contrôlé l'Atlantique. L'amiral Dönitz ne renonce pourtant jamais totalement. Les U-boats retournent dans l'Atlantique dès septembre 1943 en adoptant de nouvelles tactiques. Opérations dans des zones reculées comme l'océan Indien, attaque par mauvais temps lorsque l'aviation ne peut pas voler, utilisation du snorkel pour rester immergé. Mais ils ne parviennent jamais à reprendre l'initiative. De juin 1943 jusqu'à la fin de la guerre, ils coulent des navires marchands à un rythme très inférieur à celui nécessaire pour influencer les opérations alliées. L'Allemagne perd définitivement la guerre du tonnage. La course technologique se poursuit jusqu'au dernier moment. L'Allemagne développe alors le U-boot de type 21, un modèle révolutionnaire doté d'une coque profilée, d'une grande capacité de batterie et capable de rester immergé pendant des semaines. Si ces sous-marins étaient entrés en service en grand nombre dès 1943, ils auraient peut-être changé l'issue du conflit. Mais les bombardements alliés sur les chantiers navals et les usines de composants retardent la production. Le premier type 21 devient opérationnel en avril 1945, quelques semaines seulement avant la capitulation allemande. Il ne coule qu'un seul navire avant la fin de la guerre. Les Liberators à très long rayon d'action, VLR, poursuivent leur patrouille jusqu'en mai 1945. Le dernier U-boot détruit par un avion est l'U-320, coulé par un Catalina de la RAF le 7 mai 1945, quelques heures seulement avant la capitulation sans condition de l'Allemagne. Au total, la bataille de l'Atlantique dure 2075 jours, ce qui en fait la campagne militaire continue la plus longue de toute la Seconde Guerre mondiale. Le coût humain et matériel est presque inconcevable, mais son issue détermine le cours du conflit. Sans le contrôle de l'Atlantique, il n'y a pas de débarquement. Sans le débarquement, l'Allemagne nazie n'est pas vaincue en 1945. L'affirmation de Churchill se révèle prophétique. La bataille de l'Atlantique fut le facteur dominant de toute la guerre et le Liberator en fut l'arme décisive. Aujourd'hui, peu de gens ont entendu parler du Consolidated Blank IV Liberator. Il n'a pas le prestige du B-17 Flying Fortress, ni le statut légendaire du Spitfire. Les musées n'exposent que quelques rares exemplaires survivants, souvent éclipsés par des avions plus élégants et plus rapides. Les équipages qui effectuèrent des patrouilles de 16 heures au-dessus des océans glacés, qui traquèrent les sous-marins à travers les tempêtes et l'obscurité, qui fermèrent la brèche du milieu de l'Atlantique et inversèrent le cours de la bataille, sont eux aussi largement oubliés. Pourtant, leur victoire fut décisive. Les historiens militaires classent systématiquement la bataille de l'Atlantique parmi les tournants majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Si l'Allemagne l'avait remportée, si les U-boats avaient étranglé les lignes de ravitaillement britanniques, toute la stratégie alliée se serait effondrée. Pas de débarquement en France, pas de campagne de bombardement stratégique contre l'Allemagne, et peut-être aucune défaite du régime nazi. Les patrouilles des Liberators ont empêché ce scénario. Le dernier B-24 opérationnel est retiré du service de l'aviation indienne en 1968,
près de 30 ans après le premier vol du prototype. Aujourd'hui, moins d'une douzaine d'exemplaires capables de voler subsistent dans le monde. Ils apparaissent parfois lors de meetings aériens, offrant au public moderne un aperçu du gigantesque bombardier quadrimoteur qui patrouillait jadis les océans du globe. Mais l'héritage demeure dans les chiffres. 93 U-boats détruits. La brèche de l'Atlantique refermée. Le Mai Noir de 1943. Les loups qui chassaient autrefois en toute impunité transformés en proie. La plus longue bataille de la Seconde Guerre mondiale, gagnée par un bombardier disgracieux que presque personne ne se nommait. La prochaine fois que vous entendrez parler de la Seconde Guerre mondiale, souvenez-vous de ceci. Le débarquement a eu lieu parce que l'Atlantique était sécurisé. L'Union soviétique a survécu parce que le ravitaillement est arrivé à destination. L'Europe occidentale a été libérée parce que les armées ont pu traverser l'océan sans être torpillées. Et tout cela fut possible parce qu'un avion oublié a traqué les sous-marins allemands jusqu'à leur destruction. Le B-24 Liberator, l'avion qui a gagné la bataille de l'Atlantique. L'arme qui a transformé les loups en brebis. L'appareil qui a sauvé le monde, puis a disparu de la mémoire collective. Mais l'histoire, elle, n'oublie pas. Et désormais, vous non plus. Chaque événement, chaque chiffre et chaque nom mentionné dans ce documentaire ont été vérifiés à partir d'archives historiques et de sources documentées.